Cette animation illustre le système respiratoire humain d'une manière inédite. Faisons ensemble ce voyage fantastique. L'air que nous respirons ne contient pas seulement de l'oxygène. L'eau pénètre également dans notre système respiratoire, ainsi que d'autres gaz, comme le krypton, ou encore le radon radioactif. En outre, l'air contient des particules, petites et grandes, qui ne devraient pas pénétrer dans les voies respiratoires inférieures. Pour ce faire, les voies respiratoires supérieures disposent de certains mécanismes de protection. Les grosses particules de saleté ou les insectes sont arrêtés dans la cavité nasale par les poils du nez. Les petites particules sont piégées par la muqueuse nasale. Ces vibratiles, animés de mouvements ondulatoires, poussent le mucus nasal, produit par les cellules caliciformes, vers le pharynx. Les petites particules, piégées par le mucus nasal, sont ainsi avalées. Ce processus s'appelle la clairance mucociliaire. En outre, les voies aériennes supérieures, telles que les cavités nasales et buccales, réchauffent et humidifient l'air inspiré. Lors de la déglutition, l'épiglotte qui est reliée à la langue veille à ce qu'aucun aliment ou liquide ne puisse pénétrer dans les voies respiratoires inférieures. Pour ce faire, l'épiglotte ferme le larynx pendant la déglutition afin que le bol alimentaire glisse dans l'œsophage. La trachée, située juste en dessus du larynx, est entourée d'un nœud incomplet de cartilage hyalin qui maintiennent l'architecture et la stabilité. Près du cœur, la trachée se ramifie en deux branches principales. Les branches principales mènent au poumon droit et gauche. Le poumon gauche n'a que deux lobes, supérieur et inférieur, tandis que le poumon droit en a trois. Le cœur, situé au centre, pompe le sang désoxygéné vers le poumon par l'intermédiaire des artères pulmonaires. Le sang oxygéné retourne au cœur par les veines pulmonaires et finalement à tous les organes. Les branches principales issues de la trachée sont à l'origine de l'arbre bronchique. Comme les branches d'un arbre, le système tubulaire du poumon commence ici, avec des branches de plus en plus fines. Le poumon droit comporte 3 lobes et 10 segments. Chaque segment reçoit sa propre alimentation en air et en sang. À l'extrémité de l'arbre bronchique se trouvent de minuscules sacs d'air appelés alvéoles. On estime que l'homme possède entre 300 et 400 millions d'alvéoles. Les grandes branches avec du cartilage sont appelées branches. Les branches fines à l'extrémité de l'arbre bronchique sont appelées branchioles. Au lieu de cartilage, les branchioles sont entourées de fibres élastiques et de muscles lisses. L'échange de gaz se fait à l'aide des alvéoles. Les alvéoles individuelles se trouvent sur les parois des bronchioles respiratoires. Plusieurs alvéoles sont regroupées à l'extrémité d'une bronchiole respiratoire pour former un sac alvéolaire qui est alimenté par un canal alvéolaire. Les alvéoles ont une taille d'environ 50 micromètres. Elles s'élargissent considérablement pendant l'inhalation. Les alvéoles sont en grande partie composées de fines cellules appelées pneumocytes type 1. Ces cellules sont extrêmement minces et étalées et permettent à l'oxygène et au dioxyde de carbone de se diffuser.
L'air contenant l'oxygène nécessaire pénètre dans les alvéoles par le canal alvéolaire. C'est là que commence l'échange gazeux. Toutes les alvéoles sont recouvertes d'un réseau de vaisseaux sanguins fins. Le sang désoxygéné peut ainsi être enrichi en oxygène et en même temps libérer le dioxyde de carbone inutile dans les alvéoles. Cela se fait à l'aide de globules rouges, les érythrocytes. Les globules rouges parcourent les vaisseaux sanguins et absorbent l'oxygène représenté ici en bleu. Le fer Fe, contenu dans les globules rouges, est responsable de la fixation de l'oxygène. Un ion de fer peut se lier à une molécule d'oxygène, ce qui permet à l'oxygène d'être transporté. Dans le même temps, le dioxyde de carbone présent dans le sang et émis par les globules rouges se diffuse dans les alvéoles. Ce processus est rendu possible par la diffusion chimique. Dans les alvéoles, on trouve beaucoup d'oxygène, alors que dans les vaisseaux sanguins, il y a beaucoup de dioxyde de carbone. Cette différence de concentration est finalement équilibrée par la diffusion chimique. Voyons maintenant comment l'air, et donc l'oxygène, est transporté dans nos poumons. Notre corps possède différents muscles qui gonflent et dégonflent les poumons. Les muscles du cou sont responsables de la fixation et de l'élévation du sternum et des côtes supérieures, et certains muscles situés entre les côtes soulèvent et abaissent toutes les autres côtes. Cependant, le muscle le plus important de la respiration ne se trouve pas dans la région du cou ou de la poitrine, mais près de l'abdomen. Le diaphragme effectue la majeure partie du travail pendant l'inhalation. Tout d'abord, examinons de plus près la respiration thoracique par des muscles du cou et des côtes. Grâce à leur disposition et à la contraction des muscles, les côtes tournent vers l'extérieur. Cela entraîne une augmentation du volume et en particulier dans les régions inférieures, c'est-à-dire les côtes caudales. Grâce à leur disposition et à la contraction des muscles costaux, les côtes tournent vers l'extérieur. Le mouvement des côtes peut être imaginé comme l'anse d'un seau. L'anse est représentée ici en rouge. Le sternum tourne également, comme on le voit ici. Le mouvement du sternum peut être assimilé au mouvement d'une poignée de pompe. On peut ainsi facilement visualiser l'augmentation et la diminution du volume des poumons. Lorsque les poumons se gonflent, une pression négative est créée dans les poumons et nous inspirons. Lorsque les poumons se dégonflent, une pression positive est créée et l'air est expulsé de nos poumons. Nous expirons. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Ici, nous pouvons voir le processus d'inspiration et d'expiration d'en bas. Comme nous l'avons vu précédemment, en plus de la respiration thoracique, nous pouvons utiliser la respiration diaphragmatique. Elle peut être utilisée séparément ou en coopération avec la respiration thoracique. La respiration diaphragmatique est la façon naturelle de respirer au repos. Pendant la respiration diaphragmatique, le diaphragme s'élève et s'abaisse. Lorsqu'il s'élève, nous expirons.
Lorsqu'il s'abaisse, nous inspirons. Pour que les poumons puissent se gonfler et se dégonfler, le corps est doté d'une plèvre. La plèvre sert de lubrifiant à l'extérieur des poumons pour permettre les mouvements de montée et de descente contre la paroi thoracique. La plèvre viscérale recouvre les poumons. La plèvre pariétale est située contre la paroi thoracique et le diaphragme. Cela permet à la plèvre viscérale de se déplacer contre la plèvre pariétale. Entre ces deux couches se trouve la cavité pleurale, représentée ici en jaune.